Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle entrevue du Guillotine Podcast. L'invité du jour est Dave Morin, président de la WQFQ ou Fédération mondiale de kickboxing Québec. On va parler du cadre légal des sports de combat au Québec et au Canada. Dave, comment ça va? Ça va très bien, Arnaud. Merci beaucoup de m'avoir ici avec toi aujourd'hui ce matin. Très content d'avoir vu que ma vidéo que j'ai faite l'année passée, même si ça a pris un petit peu de temps, elle a été capable de percer la communauté puis de trouver les oreilles de personnes qui sont intéressées à en apprendre un petit peu plus. Alors, pour moi aujourd'hui, c'est un plaisir d'essayer d'élucider la communauté sur les enjeux légaux et les différences entre le kickboxing, les arts martiaux professionnels et amateurs, on va dire. Mais oui, on va en parler de cette vidéo et honnêtement, je pense qu'il n'y a pas eu assez de portée, elle n'a pas eu la portée qu'elle méritait. On va y revenir. Alors, le sujet de la légalisation et de l'encadrement du MMA amateur est un sujet qui revient très souvent dans la communauté. On ressent beaucoup de frustration de la part de tous les acteurs, que ce soit les combattants, les coachs, les promoteurs ou même les fans. Alors, comment est-ce possible qu'au Québec, terre de Georges Saint-Pierre, l'organisation de combats MMA amateur ne puisse pas être légalement sanctionnée? Une question qui revient toujours dans les conversations, mais les réponses se font attendre. Alors, en plus d'avoir contacter les autorités concernées, à savoir la Régie des alcools et des courses et des jeux et le ministère de l'Éducation. Je tenais à donner la parole à Dave qui a posté une vidéo sur Instagram en mai 2025 autour de d'ailleurs UFC 315 qui traitait du cadre légal du MMA amateur au Québec, mais aussi du Muay Thai amateur au Québec et qui, selon moi, mérite beaucoup plus d'attention qu'elle n'en a reçu. Alors, Dave, je sais que c'était beaucoup de détails, mais si tu pouvais nous résumer ce que tu disais dans cette vidéo, pourrais-tu le refaire, s'il te plaît? Alors, après UFC, c'était 315 C'est qui est ça. venu à Montréal. Oui. Donc, je suis allé moi-même aussi. Ça faisait presque 10 ans qu'on n'avait pas vu un UFC ici à Montréal. Alors, je dirais pas au Canada, mais je pense juste à Montréal. Il y a eu beaucoup de questions de gens qui disaient, mais comment ça se fait qu'on n'a pas de MMA amateur légal? Comment ça se fait que c'est illégal, mais il y a du professionnel? So, moi, j'ai décidé de faire une petite vidéo. J'étais dans ma cour arrière. C'était juste sur le moment que j'ai décidé de faire ça. Alors, j'ai décidé de vraiment d'appliquer le langage qui était nécessaire pour que les gens y comprennent un petit peu c'est quoi le cadre légal. Alors, on doit comprendre que les sports de combat, on peut dire les sports de combat, mais c'est parce que il y a une définition dans le code criminel, dans l'article 83 du code criminel, qui décrit un combat concerté. Alors, un combat entre deux personnes qui est illégal, avec des pieds et des poings. C'est vraiment comme une agression entre deux personnes, vraiment. C'est pour ça que quand on s'attaque entre des individus, ça devient un acte criminel. Vas-y, Arnaud. Je me permets de te couper parce que j'ai dû personnellement chercher la définition de concerté et j'essayais de chercher une façon de l'expliquer de façon vraiment simple. Est-ce que c'est au final deux individus qui acceptent de se battre entre eux au final? Il y a l'acceptation aussi, mais il y a aussi juste le fait que quand deux personnes s'engagent à un combat, qu'ils le veulent ou le veulent pas, c'est un combat concerté. Alors, deux personnes peuvent s'entendre à se battre, mais c'est quand même illégal de se battre entre individus. Que ce soit dans la rue ou dans un ring ou dans une cage, c'est illégal parce que les deux commettent un voie de fait un sur l'autre. Tu comprends? Oui, Par contre, alors ça, c'est le criminel. ouais. OK? Par contre, nous, maintenant, on parle du sport. OK? Mais les sports de combat, techniquement, c'est des combats concertés. Comprenez? Avec pied-point. Pour être capable d'avoir des combats concertés, il faut que certaines disciplines soient exclues de la définition de combat concerté. Dans le passé, une des choses qui était le plus facile à faire, c'est que la base, c'était n'importe quel sport qui est reconnu par le Comité international olympique. Alors, la boxe, la lutte, le judo, le karaté, d'accord? Et comme on sait qu'est-ce qui est arrivé, c'est que à un certain point, le karaté actuellement a été exclu des Olympiques pendant un certain moment. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que soudainement, même le karaté était devenu illégal. Alors, la façon que ils sont capables de contrer le code criminel, c'est en sortant un décret
tu es capable de faire une exemption, une exclusion de définition de combat concerté. Et le karaté a eu un de ces décrets qui a été sorti pour eux autres. Là, il faut quand même retourner un petit peu en arrière dans l'histoire parce que en 2016 et 2018, c'est là où il y a eu une application pour les sports de combat parce qu'en 2014 et 2016, actuellement, il y avait un essor des sports de combat dans la communauté. On se souvient bien, il y avait Victory qui faisait du Victory Kickboxing, Victory MMA, Victory Muay Thai. Je sais qu'il y avait aussi des événements de Jiu-Jitsu qui étaient faits par d'autres organisations aussi. Mais il n'y avait pas de définition claire qui exemptait ces sports du code criminel. Alors, il y avait une tolérance envers ça par la police. Parce que à la fin de la journée, dans la loi, ça doit être les forces de l'ordre qui appliquent la loi, particulièrement sur le code criminel. Alors, il y avait une tolérance en 2014 et 2016. Malheureusement, il y a eu certains embrouillements dans la communauté qui a causé que la police a été impliquée, appelée, interpellée sur plusieurs événements. Et finalement, vers la fin de 2016, ils en ont eu assez. Il y en a eu assez, puis ils ont dit, OK, fin 2016, parce que je pense que c'était 2017 que c'est arrêté. Ils ont dit, that's it, tout est illégal. Vous n'avez plus le droit de faire des sports de combat confondus, que ce soit le kickboxing, les arts martiaux mixtes, le Muay Thai, le Jiu-Jitsu, c'est tout illégal. Alors, 2017 à 2018, il n'y avait rien. Par contre, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que en 2018, il y a eu le décret 510-2018 qui est sorti, qui a exclu le sport de kickboxing de la définition de sport de combat concerté. Par contre, le décret est un petit peu léger dans son langage. Alors, nous, comme fédération dans le temps, avant, on était la WKF Canada, qui était basée en Ontario, qui venait ici au Québec. Mais après, quand tout est fermé de 2017-2018, puis que dans 2018, ça a commencé à réouvrir, mais là, on a commencé à créer la WKFQ, l'aide patente, enregistrement, comme au BNL, tout ce qu'on avait besoin pour vraiment devenir une organisation sportive légale. Mais aussi, qu'est-ce qui est arrivé avec le temps? 2018 jusqu'à 2020, on essaie de rentrer dans toutes les démarches nécessaires pour faire ce qu'on avait besoin de faire. Malheureusement, il y a eu la COVID qui est arrivée. Alors, jusqu'à ce point-là, il y avait juste vraiment le kickboxing comme sport de combat qui était légal. Mais il y avait une autre partie qui était extrêmement nécessaire pour que ça soit considéré exempté. Puis, ce langage-là n'était pas dans le décret initial du 502018, mais il a été ajouté au décret 1916-2023 vers 2023. Il y avait aussi le décret pour le karaté qui était le 1692-2022. Mais qu'est-ce que le décret 1916-2023 a fait? C'est que ça a jumelé le kickboxing et le karaté ensemble. Et ça a défini qu'un organisme avait besoin d'avoir un règlement de sécurité pour être exclu de la définition de combat concerté. Nous, on a reçu notre règlement de sécurité en 2025, mais ça fait depuis 2024 qu'on avait fait l'application. Ouais. Mais à l'interne, dans le ministère de l'Éducation, c'est le ministère de l'Éducation qui fait l'approbation ministérielle pour le règlement de sécurité, qui fait en sorte qu'on est capable d'être exempté du code criminel. Alors, il y a deux paliers. Le ministère de l'Éducation et les forces de l'ordre, la loi, la police. Les deux travaillent ensemble. 101, c'est légal, la police peut venir vous chercher. Avec celui-là, la police ne peut pas venir vous chercher. Bien sûr, il y a des exigences au règlement de sécurité pour être capable de faire la pratique du sport de façon saine et légale. Mais le ministère de l'Éducation et les règlements de sécurité, c'est pour les sports de combat amateurs. Vous comprenez? Mais qu'est-ce qui est arrivé, c'est que dans ces décrets-là, il n'y a pas de langage spécifique qui fait en sorte que le Muay Thai et les arts martiaux mixtes sont aussi inclus dans cette exclusion de définition de combat concerté, qui fait en sorte que ça laisse les deux disciplines, malheureusement, dans une zone illégale, dans les yeux dans les forces de l'ordre. Bien qu'il y a des gens qui font des événements de MMA exhibition et que c'est soit dit toléré, ça reste que techniquement, c'est des actes illégaux qui peuvent engendrer des charges criminelles
si quelque chose arrive. Qu'il y ait une blessure grave, qu'il y ait une bagarre entre la foule, qu'il y ait une mauvaise application d'un médecin ou un manque d'intervention, un manque de médecin qui cause une blessure, ça peut créer beaucoup de problèmes. La seule chose qui est capable d'opérer à part en ce moment, c'est FightQuest sur les terres Premières Nations de Kanawagé. Parce que ces terres-là sont gérées par le Conseil de chefs de tribu et la Commission athlétique de Kanawagé, qui acceptent ou, en termes, légalisent les sports de combat sur leur territoire et simplement sur leur territoire parce qu'ils ne sont pas sur sol québécois, si on veut dire. C'est vraiment la seule place et on est capable d'avoir des arts martiaux mixtes ou du Muay Thai au Québec techniquement, légalement. Moi-même, j'étais un arbitre pour FightQuest pendant plusieurs années. Je travaille avec Stéphane Vigneault. J'ai même des officiels de la fédération qui sont des arbitres pour FightQuest. Alors, je supporte Stéphane amplement. Et Stéphane, son premier amour, c'est les arts martiaux mixtes. Alors, il n'y a pas d'intérêt à faire du Muay Thai ou quoi que ce soit. Et je le comprends bien. C'est son territoire et il fait ce qu'il est capable de faire pour la communauté. Si on veut dire, dans le cadre de la loi possible en ce moment. Par contre, tout ce qui est sur le territoire québécois, c'est illégal. Le problème, c'est pas que la fédération veut pas faire du Muay Thai ou des arts martiaux mixtes, parce que nous voulons le faire et nous allons le faire. On a déjà commencé le travail pour le faire. Par contre, ça prend du temps. Il y a des obstacles à passer à travers. Si on s'engage à se mettre dans des actes criminels, parce que le ministère de l'Éducation nous suit, on est en pourparlers avec le ministère de l'Éducation. Ils savent tout ce qui passe. Croyez-le ou non, mais le ministère de l'Éducation ou le gouvernement sait quels événements se passent à travers le territoire québécois. Et la police aussi. Donc, FightQuest, Montreal Fight League, etc., le ministère est au courant. C'est ça que tu es en train de me dire. Pour toutes les organisations. OK. D'accord? Et ça affecterait nos chances comme organisation d'être capable de travailler main en main avec le ministère de l'Éducation pour essayer de faire avancer le dossier, dont on a déjà fait. Soit, il y a l'approbation ministérielle du règlement de sécurité. OK. D'accord? Qu'on avait reçu, qui a pris beaucoup de temps parce qu'il y a beaucoup de changements à l'interne. Là, maintenant, le ministère de l'Éducation n'est pas exactement sûr comment ils veulent procéder de l'avant avec le Muay Thai ou les arts martiaux mixtes amateurs. Il y a d'autres organisations de kickboxing qui ont aussi un règlement de sécurité. Puis ils n'avaient pas le choix de le faire pour être capables de faire leurs événements. Même avant de recevoir ces papiers-là, vu que les organisations sont des collaborateurs avec le ministère de l'Éducation, s'il y avait quoi que ce soit qui arrivait, on pouvait pointer les forces de l'ordre vers le ministère de l'Éducation, qui ferait en sorte qu'on aurait quand même reçu cette exemption sans le document. Mais s'il n'y a pas de travail qui est commencé, n'importe qui n'a pas ce document-là, puis qui n'a pas commencé des travaux avec le ministère de l'Éducation, c'est complètement illégal. Il y a même aussi des dojos de karaté qui ont fallu avoir un règlement de sécurité, parce que le règlement de sécurité comprend deux volets. Le volet entraînement et le volet compétition. Alors, disons, certains dojos de karaté veulent avoir des compétitions intra-clubs. Il faut avoir un règlement de sécurité parce que sinon, c'est un combat concerté illégal à l'intérieur du dojo de karaté, du centre de kickboxing, du centre de Muay Thai, du centre d'arts martiaux mixtes. Une erreur que les gens ils font souvent dans leur tête, c'est que immédiatement ils pensent à la régie des alcools, des courses et des jeux. J'ai été le premier. Ça arrive souvent. La régie des alcools, des courses et des jeux réglemente les sports de combat professionnels. Alors que ce soit la boxe ou le MMA professionnel, ça c'est leur cadre légal dans lequel ils font leur travail. Ils n'ont rien à faire avec le sport amateur. Parce que le sport amateur, c'est tout sport confondu, que ce soit sport de combat, que ce soit le volleyball, le ski alpin, le hockey, le soccer, le football, le basketball, n'importe quoi. Ça, c'est le ministère de l'Éducation et la Direction de la sécurité dans le loisir et le sport qui prend soin des sports amateurs pour faire l'encadrement légal pour ces sports-là. Alors, quand les gens disent, ouais, la régie a besoin de faire quelque chose, c'est pas dans le domaine de la régie de faire quoi que ce soit. Écoute, je pense que tu as couvert beaucoup de choses, mais j'ai d'autres questions quand même, parce que tu emploies le terme « nous ». Beaucoup, ok. Nous travaillons aussi sur des règlements de sécurité. De qui on parle? Est-ce que c'est un groupe de personnes? Si oui, qui sont ces personnes? Est-ce que c'est
une association? Quelle est la forme de ce nous? La forme de ce nous, c'est la Fédération mondiale de kickboxing Québec et notre conseil d'administration. Regardez, la fédération, présentement, qu'est-ce que nous, on avait déjà entrepris? Cette année, il y avait le cycle 2026-2029 pour faire un dépôt de demande de reconnaissance gouvernementale. Parce que jusqu'à présent, il n'y a pas encore de fédération de kickboxing qui est reconnue. Il y a une autre organisation qui a aussi fait la demande, mais cette année, il y a eu quelque chose qui est arrivé, qui a eu une fusion de deux programmes. Fusion de programmes de reconnaissance et fusion de soutien financier, qui est devenu un programme différent, TSDPS, Programme de soutien et développement financier sportif. Pour accéder à ce programme-là, il a fallu que la fédération fasse aussi une évolution de sa gouvernance à l'interne. Alors, on l'a fait. On a eu une assemblée générale extraordinaire pour changer notre structure. On a eu des membres de la communauté membres de la fédération de la communauté qui ont été présents pour que ça soit fait. On a actuellement envoyé des messages à tous nos membres clubs ici au Québec, parce que bien sûr, nous sommes une fédération québécoise. Beaucoup de travail qu'on a entrepris pour essayer de faire une évolution dans la fédération. Et cette évolution-là était aussi nécessaire non seulement pour nous, juste à l'interne, juste comme pour notre gouvernance, pour notre futur à nous, mais aussi pour montrer du sérieux au ministère de l'Éducation, qu'on voulait aller dans la bonne direction, puis qu'on soit un partenaire crédible, avec le ministère de l'Éducation. Parce que, veut pas, les débuts de la fédération étaient quand même assez humbles, avec un conseil d'administration de 3 personnes, qui ont bougé ça de l'avant, dont le vice-président est Marc-Joseph Bélanger et notre trésorier Vincent Rechet. Mais avec le temps, parce que tout prend du temps, on a recruté beaucoup de personnes de la communauté pour devenir des officiels. On a tissé des liens pour devenir des membres club promoteurs. Et avec le temps, on a gagné la confiance des gens et de certaines personnes. Et on a été capable d'aussi de faire en sorte d'apporter plus de personnes de la communauté dans notre conseil d'administration pour nous aider à grandir et aussi d'être capable de créer où ce que la fédération s'en va dans le futur avec d'autres perspectives. C'est qui est extrêmement important. Bien sûr, on sait qu'il y a d'autres organisations aussi qui font la même chose. Alors, moi, je pense que quand même, il y a un petit effort de plusieurs organisations, même de certaines personnes qui essaient d'aller. Mais qu'est-ce que le ministère de l'Éducation veut vraiment voir? C'est une organisation crédible et solide qui peut bien présenter le projet. Et ça, c'est le but de la Fédération mondiale de kickboxing Québec parce que nos racines, comme j'ai dit dans le temps dans le WKF Canada, étaient une fédération, 3 disciplines. Parce que, veut pas, le Muay Thai, le kickboxing, le MMA, une partie où il y a du striking. Oui, le MMA, il y a d'autres arts martiaux qui sont rentrés à l'intérieur. Mais on le faisait, puis on a déjà les officiels qui sont capables d'arbitrer ces sortes de combats-là, puis qu'ils le font depuis plusieurs années. Alors, c'est ça le nous. Mais aussi, une autre chose du nous qu'on a déjà fait, c'est que, en concert avec le ministère de l'Éducation, on a déjà rempli un formulaire de demande d'exclusion pour les disciplines de Muay Thai et de MMA. Mm-hmm. Et on a déjà envoyé aussi des formulaires de demande de pratiques sportives avec les règles de compétition pour le Muay Thai et le MMA. On a déjà aussi envoyé un règlement de sécurité pour le Muay Thai. On voulait envoyer un règlement de sécurité pour le MMA. Le ministère de l'Éducation a dit, juste un petit moment, s'il vous plaît. On veut juste essayer de se mettre en ordre. J'ai aussi des bonnes conversations avec le ministère de l'Éducation cette semaine, mais il y a quand même certains obstacles qui s'en viennent, vu que présentement, l'Assemblée nationale est en pause d'été. Ouais. Alors, pour passer des lois, ça va être un petit peu spécial. Et le problème qui s'en vient, c'est que quand l'Assemblée nationale va réouvrir en automne, ils vont sauter en mode élection presque immédiatement. Il y a d'autres dossiers à traiter. Qui n'ont rien à voir avec les sports de combat, etc., qui doivent aussi traiter peut-être en priorité. Oui, mais ça fait 2 ans qu'on travaille sur ce dossier-là. Ouais. 2 ans. Les gens y abandonnent parce que c'est un processus qui prend énormément d'efforts, énormément de patience, énormément de temps. Et souvent, on doit refaire le travail qu'on a déjà soumis. On ne blâme pas le gouvernement, le ministère de l'Éducation, parce que les autres, qu'est-ce qu'ils essaient de faire? C'est de mettre un cadre qui va être capable de régler tous les enjeux de tous les sports de combat confondus et d'en finir avec le dossier.
Mais c'est pas un petit dossier, alors ça prend du temps. Et nous, on va pas abandonner du tout. On s'en va dans cette direction-là, puis on va accomplir notre but. Puis, personnellement, j'en suis 100% certain. C'est juste qu'il faut continuer à pas abandonner. Et une des choses que la Fédération mondiale de kickboxing Québec a faites pour démontrer au ministère de l'Éducation ou tout fonctionnaire du gouvernement ou ministre ou personnes qui font partie des cabinets dont lesquels sont concernés pour ce dossier-là. Avec notre partenaire promotionnel TFC, on est allé en Ontario et on a été les deux premières organisations québécoises qui ont été licenciées par la Commission athlétique de l'Ontario pour aller faire du kickboxing en Ontario. Un des buts de cette aventure-là, bien sûr, c'était de faire un événement en Ontario, mais c'est pour montrer à quel point nous sommes sérieux parce que maintenant, on a aussi déjà été accepté par un autre corps gouvernemental. On est capable de rapporter cette expérience et ce succès, je vais le dire, au ministère de l'Éducation pour leur dire, voyez, regardez, on travaille des deux bords. Et la seule raison qu'on a été capable d'aller en Ontario, c'est parce qu'en Ontario, en 2025, le Combative Sports Act, alors l'acte des sports combatifs, est rentré en vigueur le 1er janvier 2025, qui a fait en sorte que ça a ouvert les sports de combat pour n'importe quelle organisation qui est prête à suivre les règlements de la Commission athlétique de l'Ontario. C'est pour ça qu'on voit un essor des sports de combat en Ontario présentement, dans la dernière année. Crédit à eux autres, ils ont été capables d'avoir leur premier événement de kickboxing professionnel en Ontario. C'était une carte pro-am avec des combats amateurs au début, professionnels à la fin, qui est bien correct. C'est parfait. C'est pas facile de faire des événements professionnels et ça coûte de l'argent. Alors, c'est sûr qu'il faut, y aller petit par petit. Alors, au moins, qu'est-ce qui est bon de qu'est-ce qui se passe en Ontario, c'est qu'on est capable de rapporter ça ici au Québec, dire, regardez, on est la deuxième plus grande province populée au Canada. Il y a juste l'Ontario qui est en avant de nous en termes de nombre de population. On est capable de faire ce qu'ils sont capables de faire. Alors, allons-y. C'est un grand pas pour nous. C'est un grand pas pour FTC aussi. Dans le futur, on va retourner à Cornwall et on va faire quelque chose de différent aussi pour continuer à démontrer au ministère de l'Éducation qu'on est capable d'être la filiale de première ligne pour faire l'expansion et l'exclusion de combats concertés pour le Muay Thai et les arts martiaux mixtes au Québec, où on peut dire légaliser. Mais c'est pas légaliser, c'est juste décriminaliser. C'est ça la vraie question derrière ça. J'allais te parler aussi de la première carte pro entre guillemets de kickboxing en Ontario. C'est quelque chose qui, je pense, fait pas mal rêver, on va dire, les pratiquants nationaux, j'ai envie de dire, avant de parler du Québec. Au Québec, oui, mais plus à l'échelle nationale parce que bon, on le voit avec FTC et puis bon, comme tu le dis, le fait que vous ayez pu travailler dans un cadre vraiment encadré, correct depuis quelques années et puis faire des vrais événements, on voit qu'il y a de la pratique, on voit qu'il y a des compétiteurs, etc. Et potentiellement, on se dit pourquoi pas en voir passer certains pros. Tu sais, il y en a qui viennent d'Ontario ou d'Alberta qui finissent par combattre chez RWS en Thaïlande ou alors au One Championship en Thaïlande. Je peux comprendre que les adolescents ou même les jeunes pratiquants aient des envies de combat professionnel. Et le fait qu'il y ait eu un combat professionnel en Ontario, c'est, je pense, comme tu le dis, vraiment un tout petit pas, mais au final un énorme pas pour la prochaine étape qui est, on l'espère, et ça c'est la question qui débouche, une professionnalisation, enfin une décriminalisation de combat professionnel de kickboxing au niveau national. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait se passer? Tu vas me corriger, t'es là pour ça. T'es là pour ça. Mais est-ce que c'est quelque chose pour lequel les jeunes ou les combattants peuvent rêver d'ici les prochaines années d'avoir la possibilité de combattre en pro ailleurs qu'en Ontario et peut-être partout au Canada et peut-être au Québec? Le kickboxing professionnel au Québec est déjà légal. Par contre, si tu vas sur le site de la Régie, les 3 sports de combat professionnels que la Régie entreprend, la boxe, la martial mix et le kickboxing. Par contre, le modèle du kickboxing professionnel qui existe au Québec est basé sur le modèle du kickboxing traditionnel. Le full contact, les longs pantalons, coups de pied seulement au corps et à la tête, ok, avec des protèges tibia, des rounds de 3 fois 2 minutes et des compteurs de coups de pied, des juges de compteurs de coups de pied avec 8 coups de pied par round minimum, sinon une déduction de points pour chaque coup de pied
tombe en dessous de 8. Bien sûr, on se comprend, dans les années 80-90, le Québec a passé à travers l'air Jean-Yves Thériault, un des plus grands champions de kickboxing québécois et champion de kickboxing globalement. Maintenant, on est en 2026. La Fédération mondiale de kickboxing Québec, de temps en temps, ça arrive qu'on fasse les combats de low kick et par demande très spécifique du kickboxing traditionnel. Mais notre but a toujours été de moderniser le kickboxing, dont la discipline préférée du kickboxing, et le K1. Il n'y a pas d'intérêt, même si les gens ont une chance d'être professionnels, il n'y a pas beaucoup d'intérêt des gens de faire du full contact. Les gens veulent voir du kickboxing comme on la voit à One Championship avec Jonathan DiBella. Et même ce kickboxing-là, c'est plus du low kick que du K1 parce qu'il n'y a pas de clinch, il n'attrape pas les coups de pied. Comprenez? C'est vraiment du low kick pur. Tandis que nous, c'est du K1. Je veux pas trop en dire, mais c'est sûr que, vu que notre but, c'est non seulement de faire le Muay Thai et les arts martiaux mixtes exclus de définition de combat concerté, mais on veut créer un pont pour le kickboxing amateur et le kickboxing professionnel et sa modernisation. Je peux pas y aller trop de l'avant parce que je me prononce jamais sur des choses qui sont pas 100% dans le béton. Parce que c'est des choses qui prennent beaucoup de temps et de travail. Mais je suis convaincu que dans le futur, il va y avoir une modernisation du kickboxing professionnel au Québec, qui fera en sorte que les gens qui passent à travers le système amateur auront un futur professionnel. Ça va prendre un petit peu de temps. C'est juste que ça va être quoi les modalités, quand ça va être. Une fois que tout est dans le béton, la fédération fera une annonce. Ok, parce que tu parles de K1, mais on s'entend que les gens seraient bien corrects à avoir du kickboxing en règle K1 en professionnel, que ce soit genre sur le modèle un peu du style un peu Glory, etc. Ouais, Sportivement parlant, ce serait déjà énorme. C'est un peu le kickboxing moderne, le K1, qui est un petit peu la norme du vrai kickboxing pour les fans vraiment un peu hardcore. ouais. Ce serait quelque chose qui serait déjà, je pense, fantastique pour le Québec et la scène kickboxing québécoise, effectivement. Puis aussi, si possible dans le futur, le Muay Thai professionnel aussi. Ouais, Même, regarde, comme exemple, même en Ontario, techniquement, le Muay Thai professionnel est supposé d'être capable de se faire. Mais même du côté du gouvernement de la Commission athlétique d'Ontario, il reste des éléments à peaufiner de leur part. Alors, ils ne veulent pas sauter dans cette sphère trop rapidement. C'est pour ça que, avec le premier événement de kickboxing qui s'est passé en Ontario, professionnel, c'est ça qui est comme, ils ont été capables de voir, OK, où est-ce qu'on en est? C'est quoi le talent exactement qui existe, comme tu dis, nationalement? Regarde, le champion de fédération de la WKFQ, Brian Yongo, est allé se battre à Rise of the Warrior 8. Et il a battu Devin Little Shields, qui était 17-0 en amateur. Brian Yongo, c'est un athlète exceptionnel. Il a fait confiance à la fédération. Il a fait confiance à notre système. Et ça l'a préparé pour aller en professionnel et battre des talents excellents de l'autre partie du pays. C'est ça notre but ici, avec nous. On est en train de préparer les athlètes du futur. Il y a certaines personnes qui disent, oui, mais quand ils sont en classe A, c'est comme si c'est professionnel, ils devraient se faire payer. Deux problèmes. C'est légal de payer des amateurs. Et deuxièmement, ça devient le standard dans toutes les provinces à travers le pays. Le Québec ne peut pas tomber en arrière. Les classements CBA, c'est qu'est-ce qui a fait en sorte que nos athlètes sont capables d'évoluer et d'être prêts quand ils atteignent le prochain niveau. Un autre champion de la fédération, Mehana Yaitene, OK? Maintenant, il se bat en Thaïlande. ouais, OK? Il est champion WBC Amérique du Nord. Il est allé au Mexique. Il s'est battu contre des Américains avec nous en premier, dans le 5x3 en classe A. Seule personne à gagner le championnat de la fédération et le défendre. Le but, c'était pas pour que nous, on ait ce champion incroyable. C'était de préparer Mehana pour le futur. Bien sûr, son équipe sont incroyables, entraînement excellent, mais notre système est fait pour cette évolution-là. Et on le voit. Un autre champion de la fédération, Anis Dehil, a fait le saut en MMA amateur. Il y avait des problèmes ici. Il est allé en France pour faire ses combats là-bas. Un succès mixte, mais quand même, il a développé une grosse fanbase
en France. Les gens, ils adorent son style. Il a affronté des champions européens, nationaux, puis leur donner du fil à retordre, avec des préparations très difficiles des fois, avec du jet lag qui n'était pas facile pour lui de surmonter. Puis il a été capable de quand même de faire des bonnes compétitions. Ouais. Puis on est content d'être capable de donner cette plateforme ici qui prépare nos athlètes pour le futur de cette façon-là. Alors, on espère aussi dans le futur que ça se passe pour le Muay Thai, le kickboxing. On fait l'inversion. Le kickboxing Muay Thai professionnel avec le MMA Muay Thai amateur. Puis que finalement, le circuit est complet et que tout le monde maintenant a un bon avenir pour le futur. Ils ont une vision claire de où ils s'en vont. Mais, en ce moment, les gens n'ont pas le choix de prendre les décisions qu'ils ont besoin de prendre pour leur carrière. Où aller. La seule chose que nous, on peut faire dans un cadre légal, c'est d'en donner la meilleure plateforme et le meilleur système pour être prêt pour les décisions qu'ils ont besoin de prendre dans le futur pour l'instant. Mais c'est super intéressant ce que tu dis parce qu'on en parlait un petit peu en off tout à l'heure. Je te disais d'où venait ma motivation de creuser un petit peu plus cette histoire d'encadrement du MMA amateur parce que je te parlais des records qui peuvent être vraiment petits, des fiches qui peuvent être vraiment petites et de l'expérience qui peuvent être vraiment petites pour les combattants amateurs de MMA. Et tu parles de plein de choses qui s'entrecoupent et qui tous rejoignent. Au final, tu parlais d'Anis, etc., qui est parti en MMA en France. Et puis on a des beaux combattants de chez FTC qui combattent en pro maintenant, kickboxing. Et justement, cet aspect des classes en kickboxing, ça prend tout son sens maintenant parce que le fait qu'il y ait de l'expérience entre des combattants qui n'aient pas beaucoup d'expérience entre eux, c'est un matchmaking qui fait du sens. Après, ils vont être plus intermediate. Et avec, ça va être les intermediates qui se mettent ensemble. Après, ça va être les avancés qui vont se mettre ensemble. En MMA amateur, je vais être franc là-dessus et puis ça peut faire débat, hein. Il y a des gens qui se sont fait un petit peu allumer là-dessus. C'est que je vois des matchmaking qui sont parfois, je devrais pas employer ce mot-là, criminel, mais je le dis pas dans le sens légal du mot. Mais il y a des matchmaking qui devraient pas avoir lieu entre des combattants qui sont pas assez expérimentés face à des combattants qui sont des machines de guerre qui s'entraînent avec des professionnels à la journée longue. Et c'est le genre de choses qu'on veut pas voir parce que c'est pas bénéfique pour le public, pour le sport, pour le combattant qui est meilleur que l'autre, pour le combattant qui est moins bon que l'autre. Tout le monde est perdant dans cette histoire. Alors, c'est aussi pour ça que je voulais ramener le sujet, le débat sur la table parce que il faut penser avant tout à la sécurité des combattants, tout simplement. Et au fait qu'on n'ait pas l'air de barbares et que ce soit pas un sport de barbares, parce que c'est pas un sport de barbares, c'est un beau sport qui est très compliqué, qui demande beaucoup de travail. Je vais arrêter d'en parler là, mais je voudrais évidemment, on en a parlé, tu en as parlé, merci beaucoup Dave. Merci évidemment à FightQuest qui fait du mieux qu'ils peuvent, hein, dans l'environnement qu'ils peuvent, avec les conditions qu'ils peuvent et qui arrivent malgré tout à organiser des cartes, à faire du matchmaking, etc. Et je veux absolument pas lancer les organisations sous le bus, c'est absolument pas ça que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que d'avoir un encadrement du MMA amateur, ça aiderait tout le monde, tout simplement. Oui. Regarde, avec le CSA qui est rentré en effet en Ontario, même eux autres, ils ont des classes pour le MMA. Les noms sont un petit peu différents. C'est Novice Advanced Open, puis ils ont du CBA pour les juniors, les cadets, avec des limitations de quelle sorte d'attaque on doit faire dans cette catégorie d'âge, cette classe d'expérience. Même chose que nous on fait ici, que même d'autres organisations comme Waco Canada ou Muay Thai Ontario, ils font en Ontario. C'est important d'avoir cette structure-là parce que je sais que beaucoup de personnes veulent juste aller all out puis de rentrer dans l'agression du sport. Mais comme tu dis, on veut pas paraître comme des barbares. Mm-hmm. OK? Il faut avoir un encadrement, il faut avoir une structure, puis il faut se défaire, se déconnecter de l'image que plusieurs personnes ont encore du sport dans leur tête. Le gros problème, c'est que les gens ils connaissent seulement l'aspect professionnel de ce sport-là, où il y a du trash talk. Les gens, ils se font payer. Alors, quand ils sont là-dedans, ils se font battre, des fois, presque jusqu'à la mort. Tandis que on est en amateur. OK? Oui, au plus haut niveau amateur,
sans protection, ça va être un petit peu plus sanglant. Mais reste que c'est concentré. Et qu'est-ce qui est extrêmement important, il faut que la communauté comprenne ça. Il faut changer la perception des gens quand ça vient au niveau amateur. Il faut que ça soit encadré, que ça paraisse professionnel, que les athlètes suivent un code de conduite en présentiel et en ligne. Même si souvent l'argument c'est ouais, mais le trash talk, ça vend des billets, c'est ça que les gens ils veulent. On est dans un sport amateur. Et si le gouvernement va nous regarder et il continue à voir que les gens se comportent d'une façon qui est anti-sportive, ça va pas les convaincre de vouloir bouger de l'avant sur ces dossiers-là. Ouais. C'est un projet de communauté qui se passe quotidiennement sur la façon que les gens se comportent en ligne. Ouais. Il n'y a pas le choix. Et en personne. Oui, des fois, il y a des tensions entre certains clubs. Tu sais, il y a beaucoup... C'est deux grands champions qui vont se battre, deux champions professionnels pour la ceinture de fédération où un gars est vaincu qui rentre, puis l'autre, tu sais, il y a 3 knockouts ou quelque chose comme ça. Mais il faut que tout se fasse dans le respect. Ben oui. Parce que sinon, on va perdre cette bataille-là. Il faut demander à tout le monde de transformer leur vision ici et de l'appliquer. Je sais que c'est possible. On a une belle communauté avec beaucoup de belles personnes. Des personnes qui veulent que ça change. Ils veulent qu'il y ait l'encadrement que tu dis, qu'on paraisse bien. Regarde, je vais donner un exemple qui est très intéressant. Younes Chati de RTC. Une de ces deux grandes choses que lui, il accepte pas dans ces événements, c'est des ring girls et de l'alcool. Pourquoi? Parce qu'il veut que ça devienne quelque chose qu'on peut apporter la famille pour venir voir. J'ai rien contre un promoteur qui veut faire de l'argent. C'est pas de problème. Mais c'est bon qu'on ait, le choix des variations. C'est pas toujours le même environnement pour les événements. Et ça fait en sorte que, un, c'est plus familial, l'autre, c'est plus pour des adultes. C'est bien correct. Au moins, ça existe. Parce qu'avant, ça existait beaucoup moins. On se comprend qu'aussi, il y avait beaucoup de connotations de débauche d'alcool, de consommation de stupéfiants, qui fait en sorte que ça a beaucoup ruiné l'image. Tu sais, les motards, les gangs de rue. Ouais. Il faut se débarrasser de cette image-là. Puis si on est capable de le faire, le sport va aller en essor. C'est correct d'avoir des fois des commanditaires comme Pur Sang ou The Green Room, parce que techniquement, c'est tout légal. C'est juste que ça peut pas toujours être la même image. C'est peut-être bon aussi d'avoir une diversification de commanditaires dans le milieu, pour tout le monde. Comme tu dis, moi, je vois ça comme avant de se permettre d'avoir un petit peu un côté un peu chaud. Il faut avoir des bases qui sont absolument irréprochables parce que, comme tu dis, il y a une espèce de tâche qui traîne sur les sports de combat en général avec tout ce côté un peu violent qui ramène pas forcément la mauvaise population, etc. Et ça prend énormément de travail. Ça, je pense que les gens ne voient pas forcément d'essayer de faire respecter un cadre qui est genre super propre. Et comme tu dis, il faut les deux parce que le côté, bon, il y a la police qui vient parce qu'il y a les motards qui sont là, etc. Ça fait rire certains. Et puis au final, c'est un peu un folklore. Moi, j'aime bien parler du MMA comme oui, c'est un sport. Et il y a un côté un peu fête folklorique qui date de plusieurs décennies. Hein. Et c'est ce qu'on aime dans le MMA aussi. Mais le problème, c'est que au Québec, dans l'environnement où on est aujourd'hui, on peut pas se le permettre d'avoir ça. Ce qu'il faut se permettre dans un premier temps, c'est d'avoir encore une fois un encadrement pour pouvoir permettre aux jeunes de s'épanouir dans le sport. Parce que ce qu'il faut aussi dire à tout le monde, c'est que les amateurs quitte à ce qu'ils passent pas pro, parce que la plupart ne passeront pas pro, même si ceux qui en rêvent, au moins leur donner un encadrement correct et donner une vision correcte du sport. Je trouve que c'est vraiment ce qui est le plus important. Mais regarde, moi, je vais te montrer un exemple qui est extrêmement précis. Les 2 dernières années, je dirais que le kickboxing au Québec a passé à travers un âge d'or. Classe A, moins 147, moins 139, moins 156. Matson, Mehana, Anis, Neil Twissy, Omar Karaki, Zayn Christine, Daniel Beal, Corey Levy, Brian Youngo, Kay Saidi, tous des combattants qui se sont mis dans des positions incroyables, OK? C'était
la chose la plus proche qu'on avait au professionnel, Ouais. avec ce niveau-là, qui était spectaculaire. Les gens sont encore dans la communauté, mais ils veulent accéder à quelque chose d'autre. Par contre, cette année, on voit une baisse des classes A. Parce que le bassin est presque fini. Là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a des classes B qui travaillent pour aller en classe A, des classes C qui travaillent pour aller en classe B. Mais l'autre travail qui est extrêmement important, c'est on est en train de bâtir maintenant la jeunesse. Ouais. Le bassin pour les athlètes dans 10 ans. C'est pour ça que la fédération, présentement, nous, on fait plusieurs événements juniors, exhibitions. Empire Fight League, ils ont fait plusieurs de combats de juniors sanctionnés aussi l'année passée. Parce que il faut faire rentrer la prochaine génération. Puis il faut que, non seulement, comme tu dis, la sécurité, les jeunes soient en sécurité, mais que les parents sentent que leurs enfants font compétition dans un environnement sécuritaire. Souvent, les gens oublient cet aspect-là. Tout le monde qui rentre dans un ring, c'est le fils ou la fille de quelqu'un, le frère, la sœur, la mère, le père, le cousin, la cousine, l'oncle, la tante. Alors, c'est très important de pas oublier que c'est des humains qui rentrent à l'intérieur. Bien sûr. Et que si on veut bien les bâtir, il faut les garder en sécurité parce qu'on peut pas avoir des jeunes enfants de 8, 10 ans avoir des commotions cérébrales. Dans d'autres sports, même si des fois s'il n'y a pas de contact, il peut y avoir des gros accidents qui arrivent. Moi, je jouais au baseball quand j'étais jeune. Ça m'est arrivé que je reçois une balle de baseball qui soit lancée à ma tête. Ou que j'étais catcher, puis que un bâton de baseball me frappe dans le masque. Ou que je glisse à aller au premier but, puis que j'ai une collision sérieuse, puis que je me déchire la peau sur toute la jambe. Il reste qu'il va toujours avoir des risques. Ouais. Mais il faut les garder en sécurité pour que quand les autres ils rentrent pleinement dans le sport, puis qu'ils sont prêts à aller avec les coups à la tête, les coups de pied à la tête, ils sont sains et saufs. Et si on a besoin d'intervenir pour les garder en sécurité, pour leur santé, on va le faire. On peut pas continuer à laisser les athlètes se faire achever pour le plaisir de la foule. Sinon, on va se rendre nulle part de cette façon-là. Non, 100%, mais pour avoir justement ces moments-là plus tard, potentiellement à leur âge adulte, ces gens-là sont obligés de passer par des combats avec des protections, des super early stoppage, entre guillemets, de la part des arbitres, avec l'encadrement, la fédération, l'arbitre, tout le corps autour du combat lui-même. C'est le but. C'est pas qu'il y ait un flashlight KO. Le but, c'est que les athlètes puissent démontrer de la belle technique et prennent de l'expérience dans les meilleures conditions possibles pour potentiellement, plus tard, compétitionner avec des petits gants, avec des coudes ou peu importe, avec de la violence que les fans puissent aimer dans les sports de combat, mais encore une fois, encadré. Mais avant ça, il faut leur mettre vraiment un chemin parfait et exemple de tour proche, quoi. Vraiment, c'est ce qu'il y a de plus important dans les sports. Écoute, je pense qu'on a fait pas mal le tour. Franchement, merci beaucoup, Dave, d'avoir expliqué tout ça. C'était important pour moi. Encore une fois, je trouve que toutes les réponses que tu as données dans ta vidéo d'il y a un an et maintenant, tu es arrivé en plus avec des updates, des nouvelles et de l'espoir. Et ça va faire plaisir à tout le monde. C'était vraiment important. J'aime le sport, j'aime les pratiquants et j'aime la communauté malgré tout. Les gens qui travaillent le plus sont pas toujours ceux qu'on entend le plus et ceux qui parlent le plus. Donc, comme tu le dis, tout le travail que tu as fait avec la fédération de kickboxing, moi, j'ai pu le voir avec mes yeux dans des événements, que ce soit chez Silvertooth Promotions ou chez FTC. Donc, je te remercie de vive voix face à face aujourd'hui pour tout le travail que tu fais avec la fédération. On voit que désormais, il y a plein d'officiels, plein d'arbitres, etc., plein de juges, plein de gens qui sont formés. Et quand on voit à quel point les événements sont sur la coche, on va dire, j'espère qu'on puisse voir, moi, en tant que podcasteur, en tant que pratiquant, en tant que fan de MMA, j'espère qu'on pourra avoir un équivalent dans le monde amateur en MMA un jour à Montréal. On espère, on a bon espoir que ça puisse se faire dans un avenir plus ou moins proche. Et je vais dire ça de façon très large. Mais regarde, c'est moi qui te remercie d'avoir intéressé à faire l'entrevue avec moi. Tu sais, je voyais souvent tes vidéos sur Instagram, poser des questions. Moi, je pense que c'est important que les gens ils connaissent exactement la loi, comment ça se passe. Honnêtement, c'est notre devoir comme fédération
de passer cette information critique à la communauté, d'informer les gens. Les gens, ils sont pas informés parce qu'ils veulent pas être informés. C'est parce que c'est quand même un petit peu un labyrinthe pour passer à travers tout, Oui. comment ça se connecte ensemble. Puis moi, ça fait 10 ans que je fais ça. Alors imagine, quand moi j'ai commencé en 2016, fin 2015, début 2016, j'ai commencé à être intéressé. Moi, la première chose qui m'est passée dans la tête quand les événements avec lui se passaient, je disais, c'est qui la commission ici au Québec? Personne n'était capable de me donner des réponses. Il y avait eu certaines organisations dans le passé, je vais pas nommer, parce que mon but, c'est pas de rabaisser qui que ce soit. Tu sais, on doit savoir que c'était plus facile d'opérer sur le fait que les gens connaissaient pas l'encadrement légal dans le passé, et qu'une fois que on s'est informé, puis on a commencé à comme aller vers le légal, c'est sûr que ça a été un petit peu difficile pour la communauté de s'adapter. Parce que c'est un gros changement. Des enregistrements, des formations, de la certification. On veut que ça reste accessible aux gens. Mais le ministère de l'Éducation, le gouvernement, ils veulent voir que ces choses se passent là. Puis même si malheureusement quelqu'un, ils disent, ouais, mais ça fait 20 ans que je fais ça, j'ai des athlètes professionnels qui se battent à la UFC, je te comprends. Mais ça n'a pas de valeur. Reste que si tu veux aider à bâtir la communauté, il faut commencer à s'impliquer dans ces démarches-là. Nous, notre but, c'est pas de rendre ça compliqué ou de rendre ça cher. C'est sûr que ça va prendre du temps. Moi, j'ai passé une formation de 20 heures avec Todd Anderson. J'ai voyagé 9 heures pour avoir sa certification de MMA professionnelle avec lui. Et ça c'est une des choses que on a fait parce qu'on savait que ça allait être important pour la Commission athlétique de l'Ontario de voir de notre part. Même si ça fait 10 ans que j'ai été officiel. J'étais connu comme l'arbitre amateur de facto de Montréal pendant plusieurs années, dans toutes les organisations. Mais même moi, il a fallu que j'évolue. Puis même si je voulais pas prendre cette... Tu sais, comme... Il y a eu des fois où c'est comme, non, ça me tente pas de faire ça, ça me tente pas de faire ça. Mais à un certain point, il faut ouvrir son esprit et dire, OK, on va le faire. Au final, on le fait une fois, ça prend un petit peu de temps, puis c'est terminé. Je sais que tout le monde est occupé, on a la famille, tu sais, c'est très difficile de trouver le temps. Mais il faut aussi se dire qu'une fois que c'est fait, c'est terminé. Nous, on a besoin de l'appui de la communauté parce que le plus que la communauté nous supporte, le plus que la communauté s'engage dans les démarches que nous, on entreprend, le plus rapidement que ça va marcher. Le plus qu'il y a de résistance, le moins que ça va aller vite. Malheureusement, c'est le cas. Mais on est très chanceux. Il y a beaucoup de gens qui nous supportent, qui nous envoient des messages positifs et qui nous supportent. Et comme toi, Arnaud, tu as fait ça aujourd'hui pour la communauté. Et je pense que c'est extrêmement important parce qu'il y a on voit beaucoup de gens en ligne qui se concentrent souvent sur juste les highlights, les combats, c'est quoi la prochaine carte, versus qu'est-ce qui se passe actuellement dans la communauté et comment ça évolue. Et c'est pour ça que moi, je suis ici aujourd'hui. Je voulais donner la bonne information. J'espère que j'ai passé à travers tout ce qui était important pour toi et pour la communauté. Et si jamais il y a d'autres questions, je suis disponible en tout temps pour répondre à n'importe quelle question qui va survenir dans le futur. Mon petit doigt me dit que ce n'est que la première partie. Je pense que oui. C'est bon. Merci encore, Dave, pour tous ces mots d'espoir, mais pas que de l'espoir, pour toute cette construction et tout ce qui a été bâti. Je te souhaite évidemment le meilleur pour les prochaines, pas semaines parce que c'est les vacances pour tout ce qui est gouvernement, etc., comme tu nous disais. Ouais. Donc, je te souhaite un gros courage à la rentrée. Merci. Hey, I'm not surprised, motherfuckers.